Bonjour tout le monde, je me présente Amélie Boivin-Enfield. Je suis animatrice d'une émission littéraire qui est diffusée à la radio un peu partout à travers le Canada dans 30 stations de radio, dont CKJ ici du côté de Jonquière. Et cet après-midi, j'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui a reçu jeudi le grand prix du public et des lecteurs du salon. Alors, je vous parle de José Boudreau, que j'invite sur la scène. Alors, on invite José. Et José gravite dans le domaine des médias depuis plus de 25 ans. Alors, beaucoup d'expérience. Alors, pour l'animatrice que je suis, je vais essayer d'être bonne. Ah, mon Dieu, je suis pas sénère. Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis très contente d'être là. Merci, Amélie, de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir. Écoute, si toi, tu portes le chapeau de l'animatrice, tu interviews l'animatrice, moi, je suis impressionnée par la fille. Cette fille-là, elle lit 7 livres par semaine. C'est comme ça fait wow! 7 livres, elle s'intéresse à tous ses auteurs. Alors, c'est un honneur d'être avec toi. Non, mais sincèrement, merci de me recevoir. Je suis très contente. Et aujourd'hui, on va parler de Sois ta meilleure amie. Oui, le premier. Inspiré d'une rencontre avec Guylaine Tremblay, qui a co-animé avec toi à la radio à Rythme FM. En fait, Sois ta meilleure amie, le titre oui, c'est ça. est effectivement inspiré de cette rencontre avec Guylaine Tremblay parce que j'étais à la radio avec elle, puis à un moment donné, je dis une affaire, tu sais, comme tant d'autres fois. J'ai dit, ça, je trouve ça con. Pourquoi j'ai dit telle affaire? Elle dit, José, arrête ça tout de suite. José, sois ta propre meilleure amie. Et ça m'a fait vibrer. Et comme je crois qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous, j'étais dans la mouvance de préparer une conférence, de préparer quelque chose. Parce que moi, souvent à la radio, on m'a dit, tu me fais du bien dans ton attitude, ta façon de voir les choses, de parler aux gens. Alors, je me disais, si je fais tant de bien que ça avec la radio et la télé, il faudrait que je me fasse du bien et que j'aille en faire aux autres aussi en continuant ce métier de communicatrice. Alors, j'ai créé la conférence, puis Guylaine m'a livré le titre sur un plateau d'argent. Et dans l'ouvrage, on peut dire que c'est un ouvrage qui fait du bien, surtout aux femmes. Oui. Bien, qui se culpabilisent beaucoup. Tellement. C'est parce que je sais pas pour vous autres, mais je comprends pas comment ça se fait que le mot culpabilité, ça n'a pas deux E. C'est une affaire de filles, ce nom. Culpabilité, il y a une faute d'orthographe dans ce mot-là. C'est vrai que les femmes, à plusieurs égards, on se sent coupable, mais c'est parce que on veut tellement bien faire. On voudrait être partout en même temps. On porte plein de chapeaux, nous autres, les femmes. Hein? On est la mère, on est la fille, on est la sœur, la cousine, l'amante, l'amoureuse. On peut même être infirmière, même si on ne l'est pas. On est tout ça en même temps. Et à un moment donné, à essayer d'être parfaite puis d'être partout en même temps, on est nulle part. Puis on oublie surtout qui on est, nous autres. Et sois ta meilleure amie, c'est mes trucs, mes idées, ma conception de la vie dans toute sa simplicité. Puis c'est un peu un miroir que je mets dans le visage des femmes pour qu'elles réalisent que, bon, elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes, puis prendre leur place et surtout aspirer à être heureuses, puis à ne pas se sentir coupable, des fois, de juste penser à eux autres. On parle aussi dans l'ouvrage des têteux. Ah oui, les têteux. Il y a une auditrice un jour qui t'a dit que tu étais têteuse. Oui. Moi, c'est un mot. Le mot têteux, j'ai banni ça de mon vocabulaire. Moi, vous m'entendrez jamais dire ça, que tu es têteux. Ça m'énerve, ce mot-là. Un jour, j'étais avec Véronique Cloutier parce qu'on a travaillé pendant 5 ans à la radio ensemble. Et on revient pour une 3e saison. Et là, on est excités. On a passé l'été chacune de notre côté. Et là, on se dit, ça va être le fun. On revient ensemble. Tout ça, c'est notre premier micro. On s'assoit face à face l'une et l'autre. Et au premier micro, je dis, hey, mais t'es donc bien belle. T'es belle, t'as pris du teint, t'as l'air en forme, t'as l'air heureuse, je trouve que t'es resplendissante. Quel bonheur de te retrouver. Puis écoute, je dis ce que j'ai à dire. Tu sais, quand t'as pas vu une amie depuis 2-3 mois, t'es contente? Et tu le penses? Et je le pense le plus sincèrement. Et tout de suite après, on ferme la clé du micro et là, il y a une auditrice qui m'envoie un courriel puis qui dit « Maudit que t'es têteuse. » Toi, tu me tombes ses nerfs. Ça a pris un micro pour encore y licher le derrière, puis dire que tu la trouves belle puis fine. Et là, ça m'a viré à l'envers. Tiens, je tiens à saluer Diane. Je sais pas si elle est ici aujourd'hui. Et ça m'a carrément viré à l'envers parce que tu dis, mon Dieu, tu sais comment on peut interpréter ça? Ça m'a fait mal. Et quand on est revenu en onde, j'ai dit, je viens de prendre une décision. Moi, le mot têteux, c'est fini, je dirai plus jamais ça. Parce que je pense qu'en toute sincérité, on a le droit d'être gentil, de faire des compliments aux gens. Puis s'il y en a qui perçoivent ça comme gentil, je trouve qu'on les turn off. On éteint les gens, dire « Ah, t'es bien têteux, arrête de me dire ça. » Arrêtons ça. Fait que moi, le mot têteux, je ne dis pas ça. Apprendre Et Diane m'a servi cette belle leçon de vie-là. J'ai banni le mot têteux, puis je l'ai envoyé paître après. C'était pas contente qu'elle aille ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas plaire à tout le monde dans notre métier. Et quand on réussit à comprendre ça, je vous le dis, on est pas mal plus heureux. Et moi, ça, je le sais.
puis je suis assez bien avec ça. C'est l'expérience qui est rentrée. Ben oui, c'est sûr. Au début de ma carrière, j'aurais aimé ça plaire à tout le monde. Puis vous savez quoi? Essayer de plaire à tout le monde, finalement, on plaît pas à tout le monde de toute façon. Fait que moi, je dis, je préfère être détestée pour ce que je suis qu'être aimée pour ce que je suis pas. Et c'est fantastique d'être comme ça. Bien sûr, il m'arrive, moi, dans le métier public, de recevoir des courriels qui me font encore de la peine. Mais j'ai réussi avec le temps à me forger une certaine armure, puis je me suis fait entourer de gens qui sont assez extraordinaires, qui m'ont donné des phrases clés. Et dans mon livre, je parle entre autres de mon entraîneur Élise, qui, elle, un jour m'a servi une phrase que j'aime assez, que je vous donne. C'est simple comme bonjour, cette phrase-là. Moi, je vais voir Élise une fois par semaine pour l'entraînement parce que je suis vraiment ma propre meilleure amie. J'aimerais bien mieux aller manger de la poutine. Fait qu'une fois par semaine, elle, je vais la voir, puis j'ai des cours de groupe, mais elle, une fois par semaine, on s'entraîne ensemble, puis elle me pousse, puis j'ai du plaisir. Et un jour, je vais au gym, puis il y a une madame qui a vraiment l'air tellement bête, ça n'a pas de sens. Elle est vraiment comme... Elle n'est pas de bonne humeur. Puis là, elle échappe son espèce de serviette, fait que c'est plus fort que moi, tu sais, je vais être gentille. Je prends la serviette, je donne, puis elle tire là-dessus avec son air de bœuf, puis là, oh! Ça m'atteint profondément. Je me dis, elle m'a peut-être reconnue, tu sais, puis elle m'aime pas. Puis là, ça me fait mal. Je le prends personnel. Ça vous arrive? On prend personnel. Et là, ben, peut-être 1 minute, 2 minutes après, je me rends compte qu'elle a oublié son espèce de pad là, sur lequel il y a notre programme d'exercice. Là. Fait que je prends le pad, puis je vais y porter. Tu sais. Là, qu'est-ce que vous pensez? Je veux de l'amour. Tu sais. Elle reprend le pad avec son air de bœuf. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Et là, j'ai dit à Élise, moi, quelqu'un qui me fait un air bête comme ça, sérieux, ça m'assomme. Là. Elle dit, moi, tu vois, José, et là, je vous donne ma phrase magique. Ce n'est pas de ça dont je vais me souvenir ce soir. J'aurais aimé ça avoir cette phrase-là quand j'ai reçu le courriel têteuse de Diane. Ça fait du bien. Mais oui! Et c'est une phrase qui me sert encore aujourd'hui. Alors, tu sais, des fois, s'entourer de gens qui ont des phrases clés qui nous donnent quelque chose pour nous rendre plus solides, c'est bien valorisant puis c'est enrichissant. Alors, retenez celle-là. Ce n'est pas de ça dont je vais me souvenir ce soir. On a le droit de s'endormir avec nos plus belles pensées de la journée puis de tasser celles qui nous ont fait suer. Et dans l'ouvrage, tu parles également de sport. On en a parlé il y a quelques instants avec ton entraîneur, l'importance de faire du sport. Bien oui. Bien, en fait, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en vieillissant, quand nos mononcles, nos matantes nous souhaitent la santé au jour de l'an, là, on prend ça au sérieux. Là, on se dit, quand on est jeune, comme vous autres, les filles, vous trouvez encore ça un peu nono, la santé. Mais la santé, c'est quelque chose, Émilie, tu le sais, d'extrêmement précieux. Et moi, je trouve que des fois, on attend de perdre ça. On attend que quelqu'un autour soit malade. On attend d'avoir juste peut-être un rhume ou une grippe pour dire, hey, là, aussitôt que je reprends ma forme, là, je vais commencer à prendre des marches, prendre soin de moi. Pourquoi on attend? Pourquoi on a le temps de prendre rendez-vous pour le changement d'huile, pour l'orthodontie du petit? On a le temps de prendre rendez-vous, tu sais, pour toutes sortes de choses, sauf avec notre santé. Avec nous-mêmes, on oublie des fois. Avec nous-mêmes. C'est dur de bouger puis de se battre contre sa propre nature. Il y a des gens qui ne sont pas actifs officiellement, mais ce qu'il faut faire, je pense, pour garder la forme physique et être en santé, il faut trouver son sport. Faut que tu trouves l'affaire qui te fait vibrer et qui fait que tu te rends pas compte, mais tu es en train de t'entraîner. Est-ce que c'est prendre une marche? Est-ce que c'est d'aller courir? Est-ce que c'est d'aller au gym sur les fameuses machines? Est-ce que c'est d'avoir un entraîneur privé? Est-ce que c'est des DVD à la maison? Moi, j'ai des entraîneurs privés partout, moi, dans la maison. J'ai un petit salon, là je mets un DVD, puis envoie, grouille la grande. Mais il faut juste trouver ce qui te fait bouger. Je dis grouille avant que ça rouille. Et quand on entretient la santé, s'il arrive un dur coup, d'abord, psychologiquement, on sait qu'on est fait fort et forte parce qu'on a, en quelque part, des armes pour vaincre la petite bébite qui essaierait de nous gâcher la vie. Et d'autre part, notre corps aussi le sait, qu'on l'a entretenu puis qu'on l'a aimé, qu'on y a fait attention. Mais moi, je pense que c'est comme dans toute chose, c'est quand ça va bien qu'il faut préparer demain. Et la santé, elle passe par l'activité, c'est vrai. Il faut le faire. En plus, nous autres, au Saguenay, on a une richesse incommensurable qui s'appelle... Pierre Lavoie. Pierre Lavoie! Il t'en parle dans l'ouvrage.
Pierre Lavoie, là, c'est un leader formidable. Ça a parti ici à Ville-de-la-Baie. C'est un gars de chez nous, ça, qui nous dit qu'il faut bouger. Puis là, ils vont de plus en plus inciter les gens à bouger puis à marcher. Et moi, je suis associée avec le Grand Défi Pierre Lavoie parce que depuis 3 ans, je suis l'animatrice de l'événement. Je suis là-dedans, là, du monde qui grouille. Puis j'envoie à chaque événement des gens qui viennent de se prendre en main. Il n'est jamais trop tard pour faire attention à soi. Mais pourquoi pas commencer maintenant? Puis on est tout le temps en train de remettre à demain ce qu'on veut faire aujourd'hui. Arrêtons ça. C'est aujourd'hui que ça commence. Et justement, tu parles de l'attitude A1 de Pierre Lavoie dans l'ouvrage. Bien, tu sais, je pense que vous connaissez tous son histoire à Pierre. Lui, Pierre, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a donné un sens à ses épreuves. Il a perdu 2 enfants à cause de maladies génétiques. Et plutôt que de s'apitoyer sur son sort puis de tomber dans quelque chose de moins le fun, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, de tomber dans la dépression, il a décidé de bouger, de sensibiliser tout le monde d'abord au Saguenay. Puis là, il est rendu au Québec, puis il est rendu partout au Canada. Oui, madame, vous voulez applaudir Pierre Lavoie? Je suis d'accord avec vous. Pierre Lavoie, là, c'est un homme d'exception. Les maladies génétiques, exactement. Il a fait développer ça, lui, la recherche pour les maladies génétiques. C'est tout ça, il a donné un sens à ses épreuves. Alors, imaginez comment cet homme-là est inspirant. Puis on va se le dire, on va se vanter, il part de chez nous. C'est quelque chose, ça. On a intérêt à être fiers, mais pas juste à être fiers. On a intérêt aussi, surtout, à suivre son mouvement parce que c'est un mouvement tellement intelligent de prendre soin de nous puis de prendre notre santé à cœur, puis celle de nos enfants puis des générations qui suivent. C'est extrêmement inspirant. C'est ma seule idole, moi. Moi, j'ai une idole, puis c'est Pierre Lavoie. Puis si tu continues cette entrevue-là de même, ça va être toi aussi, t'es bonne. T'es fine! J'aimerais ça qu'on parle, il reste pas beaucoup de temps, de la dépendance affective. Il y a même un test dans l'ouvrage qu'on peut faire pour savoir si on est dépendant affectif. Oui. Bon, écoute, moi, avant d'écrire le livre, je savais que j'étais une dépendante affective, mais qui se soigne quand même. Ça va très bien. Mais tu sais, c'est le chapitre où je suis le plus vulnérable quand même, parce que je parle de ma quête de l'amour et j'ai beaucoup donné. Moi, j'ai beaucoup cherché l'amour. Je l'ai cherché. Je l'ai trouvé souvent en pensant que je l'avais trouvé, puis c'était pas ça. Mais là, tu l'as trouvé depuis un bout de temps, là. Écoute, je suis en vieux couple, ça va faire 12 ans. Là. Bon, tu sais que je l'aime encore, c'est une bonne affaire. Et lui aussi, il faut vérifier de temps en temps si c'est réciproque. Mais c'est vrai que la dépendance affective, ça peut toucher beaucoup de gens. Et c'est vrai que ça existe. Moi, j'ai été longtemps dépendante. J'ai toujours, je dirais, lâché une main pour en tenir une autre. Tu sais, on dit souvent qu'on devrait, en principe, être seul pendant un moment. On m'avait raconté que chaque année de relation avec quelqu'un, tu dois au moins accorder 1 mois d'équivalent pour être seul. Fait que si tu été 1 an avec quelqu'un, tu devrais te donner un break d'1 mois. Si tu été 2 ans, vice-versa. Hey, j'ai jamais pris de break comme ça. Mais c'est vrai que si je l'avais fait, j'aurais peut-être plus rapidement trouvé mon amoureux. Mais enfin, faut pas renier tout ce qu'on a comme passage. On apprend de chaque relation. Et Josée, on est presque déjà rendu à la fin. Moi, je voulais qu'on parle de la citation qu'on a à la dernière page de ton ouvrage où tu poses la question à plein de gens de ton entourage à savoir ce que la vie m'a appris. Oui. Et tu dis, il ne faut pas remettre à demain les gestes et les mots que nous pouvons accomplir ou prononcer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est beau. Mais je le pense sincèrement, hein, parce que vous savez, s'il y a une chose qui est claire, c'est que la vie nous est prêtée. Et on ne sait pas ce que le destin nous réserve. Quand on aime des gens, quand on apprécie leur présence, pourquoi serions-nous gênés de leur dire tout de suite qu'ils sont précieux? Je vois 2 madames là, qui sont des amies. Là. Regardez-vous dans les yeux. Là. Vous êtes précieuses l'une et l'autre. C'est votre sœur, c'est précieux tout ça. Puis vous l'avez choisi comme amie en plus. C'est ça qu'il ne faut pas remettre à demain. C'est de s'aimer maintenant. Et même quand ça va moins bien et qu'on s'aime moins, il faut aussi se le dire pour régler tout de suite ces conflits qui deviennent des boules de neige avec le temps. Alors, Josée, tu as lancé cette semaine le tome 2, Sois ta meilleure amie et encore plus. Je suis comme la version améliorée de moi-même. Tu sais, le Tide amélioré, moi, c'est le Sois ta meilleure amie, la suite. Parce que souvent, on dit faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'essaie de dire et de faire. Et la dernière année a été tellement fructueuse pour continuer à appliquer mes principes que je me dis go with the flow, la Boudreau. Alors, Sois ta meilleure amie, encore plus, et maintenant sur le marché. Et Josée, est-ce que tu seras en dédicace pour les gens qui aimeraient ça aller te rencontrer, te poser des questions? Avec grand bonheur, je serai au kiosque de mon éditeur, Un monde différent, qui m'a à nouveau fait confiance et qui me donne des ailes, littéralement. Alors, c'est un plaisir de rencontrer tout le monde, puis de se toucher, puis de se présenter dans un lien d'authenticité, parce que c'est bien le fun, les médias sociaux, puis le contact qu'ils nous donnent. Mais il n'y a rien qui remplace une poignée de main, puis un regard sincère, puis un câlin. Et moi, je crois encore à ça. Je crois qu'on s'arrête là-dessus, Josée. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci. Alors, je vais vous présenter mon prochain invité. Alors, c'est Michel Jean. Vous le connaissez sûrement. Il est lecteur de nouvelles du côté de TVA. Et Michel nous a présenté il y a quelques semaines à peine La Belle Mélancolie. Alors, j'invite Michel à venir me rejoindre sur scène. Alors, je veux qu'on parle de La Belle Mélancolie. Est-ce que tu veux raconter l'histoire ou tu veux que je le fasse? Vas-y. Je suis pas bon à raconter des histoires comme ça, moi. Je suis meilleur à raconter les histoires des autres. Alors, dans l'ouvrage, on rencontre Arnaud, qui est un homme de 43 ans. C'est un spécialiste en gestion de crise qui travaille pour Imagine Communication. Et il y a aussi un personnage principal, Amélie, qui a 23 ans, qui est avocate, et ils vont être amants. Et on va les suivre justement dans leur relation. Et on va aussi suivre Arnaud dans sa vie parce que Amélie va être un peu la chance de Arnaud de retourner au point A dans sa vie. Et on se pose une grande question dans cet ouvrage-là. Qu'est-ce que notre vie aurait pu être si? Je trouvais que c'était une question. À un moment donné, j'étais avec un groupe d'amis, puis on discutait, puis c'était un sujet qui revenait souvent. On se demande souvent, je sais pas ce qui serait passé si j'avais fait ça, si t'est arrivé telle chose, j'avais eu telle chance. Puis cette réflexion-là, je me suis dit c'était un sujet qui nous touchait tous, chacun d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'âge qu'on a en réalité. Et j'ai voulu écrire une histoire autour de ça. C'est l'histoire d'un homme en réalité qui, dans les faits, en apparence, tout lui réussit parce qu'il a un métier quand même assez stimulant, il fait de l'argent, il fréquente, donc, travaille dans des bureaux élégants, il s'en va faire des missions dans le Grand Nord, etc. Il a perdu récemment sa femme. Oui, c'est ça. Sur le plan personnel, depuis qu'il a perdu sa femme, je ne suis pas quelqu'un qui court après les femmes nécessairement. Il rencontre cette jeune femme-là. Il n'est pas attiré, lui, par les jeunes femmes en temps normal, mais il est attiré par elle. Puis il se demande pourquoi. Mais là, il y a une raison pour laquelle il est attiré qu'on ne peut pas vous dire parce que ça dévoile un punch du livre, mais il y a une raison quand même pour laquelle il est attiré par cette jeune femme-là, puis ça va être un révélateur pour lui. Alors, à travers donc son histoire d'amour avec Amélie, mais aussi son travail où il va être appelé, lui, à vraiment à travailler notamment sur un dossier où il y a une série de meurtres dans une mine qui est un de ses clients. Il va se rendre compte qu'à un moment donné, son travail qui sert, dans le fond, à sortir les grosses entreprises du trouble quand ils sont dans le trouble, dans le fond, tout son talent sert à aider des millionnaires à sortir de leurs problèmes, puis ils se demandent si c'est vraiment utile. Et ça va être ça qui va être le déclencheur du cheminement de ce cher Arnaud, quand même. Oui, ça ne répondra pas vraiment à son éthique à lui, à ce que lui rêve de faire. C'est parce que je trouve qu'on est tous un peu comme ça. Quand on y pense un peu là, dans la vie, est-ce que ce qu'on fait est vraiment utile? Est-ce que ce qu'on fait est vraiment quelque chose qui sert à la société? Est-ce que, dans le fond, notre travail est quelque chose que, si on y pense, on prend du recul, a autant de valeur que ça? On travaille parce qu'il faut bien gagner notre vie, il faut vivre, etc. Puis on essaie d'avoir du plaisir dans ça, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est utile? Et Arnaud va se poser cette question-là. Et les événements vont l'amener à ce qu'il se la pose aussi. Et on va voir évoluer également dans leur vie personnelle, mais dans leur vie professionnelle, Amélie et Arnaud. Ouais. C'est pas un livre, je vous parle du principe là, derrière le livre, mais c'est pas un livre de philosophie, on s'entend? Vraiment pas. Je ne ressemble pas beaucoup à Descartes. Alors, ça n'a pas aux enfers. C'est un roman quand même qui a du suspense parce que je trouve que un livre est réussi pour moi quand, un, il réussit à toucher, deux, quand justement ce qui te touche, tu t'en rends pas compte. Tu es happé par l'histoire, tu suis le récit, l'histoire, et il va en rester quelque chose après. Alors, il y a des événements qui se précipitent dans la vie d'Arnaud qui vont amener les choses. Et quand on lit le livre, on avance dans le livre, on va le réaliser nous aussi avec lui, mais on n'est pas dans... Puis on est dans un roman aussi. Oui, on est dans un roman quand même où le rythme change aussi. Alors, j'ai voulu faire quelque chose qui était... Mon roman précédent était un roman qui s'appuyait sur une histoire vraie, puis qui avait la force de l'histoire. Lui, je voulais que ça s'appuie sur l'évocation de ce que chaque individu, chaque personne ressent sur des questions comme, pas le sens de la vie, mais l'utilité de ce qu'on fait dans la vie. Et ça va plaire vraiment à des publics qui est extrêmement variés, autant aux femmes parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a de la sexualité, de la sensualité. Il y a également des meurtres dans l'ouvrage où on va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Puis en même temps, on va traiter aussi du Grand Nord, de la condition là-bas, qui n'est pas toujours facile. Non, parce que le Grand Nord, le Nunavik qu'on appelait avant le Nouveau-Québec, c'est une partie du Québec. C'est comme presque la moitié du territoire québécois et on ne connaît pas ça. Puis moi, ça m'a étonné, je veux dire. Et on pense qu'il n'y a rien. T'sais, on prend Breguet, que c'est comme un morceau de lune sur lequel il ne se passe rien, alors qu'il y a des paysages magnifiques là-bas, il y a des montagnes. C'est le dernier désert,
c'est le dernier grand Far West, comme je l'ai dit dans le livre. Et c'est un pays sauvage qui peut être aussi beau qu'oppressant. Et dans le livre, je trouvais que ça s'y prêtait parce que moi, j'aime pas beaucoup les longues descriptions dans les romans où on décrit longtemps choses, mais j'aime beaucoup quand il y a des ambiances où on ressent les choses. Et de placer ça dans le Grand Nord, ça me permettait aussi que les gens connaissent un peu le Grand Nord, les problèmes des Inuits, qu'on découvre à travers l'histoire. C'est pas un cours d'histoire sur les Inuits, là, mais on voit à travers l'histoire comment ça se passe. Mais en même temps, le Grand Nord est un cadre pour une histoire qui est aussi... qui était fitait parfait parce que Ça se prête bien. il y avait le Nord, il y avait l'oppression que le personnage ressent face au vent du Nord, face à la banquise, etc. Alors, c'est pour ça qu'on va découvrir comment vivent, dans quelles conditions vivent les Inuits, mais de façon où c'est pas académique, là. C'est pas un cours, encore une fois, sur les conditions de vie des Inuits, là. L'histoire se passe là-bas et nécessairement, on voit comment ça se passe. On s'instruit en même temps. On parle justement de l'expulsion des C'est mon côté Inuits. journaliste ça, qui fait que j'aime ça des fois quand il y a dans un livre, en plus du plaisir qu'on y retrouve, qu'on en retire quelque chose après. Je trouve que c'est toujours un bonus aussi. Non, mais c'est très Et instructif. une manière de voyager aussi, d'une certaine manière. Et c'est rare, justement, qu'on parle de ça dans des ouvrages, qu'on parle des Inuits, qu'on parle des Amérindiens, comme tu l'as fait. Oui, parce que c'est pas un sujet dont on parlait beaucoup, mais ça change. Puis, pour le mieux, en réalité. Les Inuits, ici, on en parle de plus en plus. Ici, dans la région, je veux dire, on vit avec une réserve amérindienne qui est juste ici à côté, à Machetoyache. Les Inuits, qu'eux, sont ce qu'on appelait les Esquimaux, sont plus loin de nous, on les voit pas. Je veux dire, il faut vraiment aller là. C'est comme un monde qui vit en parallèle de notre monde à nous, encore aujourd'hui. Et dans le fond, dans le livre, on a l'occasion de se rendre, de voyager jusqu'à ce monde-là, puis de vivre parmi ces gens-là à travers les personnages qu'il y a dans le livre. Est-ce que ça a été dur à écrire cet ouvrage-là? Parce que je pense que tu l'as vraiment beaucoup retravaillé au niveau de l'écriture. C'est le livre qui m'a fait le plus souffrir. Parce que j'avais... mon roman précédent, Le vent en parle encore, les gens l'avaient aimé. Il y avait une fin qui était... je trouvais, moi, en tout cas, quand je l'avais écrit, là, je me souviens, je pleurais, là, puis je trouvais que la fin était très forte, puis ça laissait le lecteur sur un coup de poing. Puis je me disais, je vais-tu être capable de faire quelque chose d'aussi bon que ça? Je suis pas certain. Je veux dire, puis j'avais ce défi-là. Et je me disais, tu sais, mon histoire, elle tient dans le fond sur quoi? Elle tient sur des réflexions que j'ai ou des préoccupations que j'ai. Ça va-tu être un matériau assez consistant pour que les lecteurs s'y retrouvent? Puis à date, la réaction est super bonne. Puis hier, il y a une dame qui est venue me voir. Puis elle m'a dit qu'elle s'était précipitée pour l'acheter quand le livre est sorti parce qu'elle avait aimé Le vent en parle encore, puis qu'elle avait préféré encore Au vent en parle encore. Et je me suis dit que, en réalité, les lecteurs, ce qu'ils aiment dans les livres, c'est ta personnalité, c'est ton écriture, c'est ce que tu es, pas nécessairement l'histoire. Alors, même si les livres sont différents d'un à l'autre, le lecteur va s'attacher à la façon dont l'auteur traite, parle. Et ce livre-là est vraiment différent de mon précédent. Il y a un peu d'humour dedans. Oui, c'est vrai, il y a des scènes d'amour parce que ça se prête au personnage. Il n'y en avait pas dans Le vent en parle encore. C'était des adolescents. Je ne me voyais pas à faire. Ça ne fitait pas avec le livre. Dans lui, c'est un homme qui rencontre une jeune femme. Puis la façon dont ils font l'amour, ça illustre comment l'évolution du personnage, puis sa relation, puis son trouble qui va. Je veux dire, ça commence au début avec une belle scène d'amour un peu romantique et intense, puis à la fin, il y a une ceinture autour du cou. La fille... Alors, entre les deux, il y a eu comme un cheminement, mais c'est aussi le cheminement du personnage d'Arnaud et d'Amélie qui change. C'est Amélie là, on sait comment elles sont. Ben oui, parce que moi, je m'appelle Amélie pour les gens qui viennent d'arriver. Mais donc, je préfère que les gens découvrent les personnages plutôt que moi, j'explique. Arnaud avait beaucoup changé depuis qu'il avait rencontré Amélie. Il voyait la vie différemment. Il n'était plus certain que... Plutôt que de dire ça, j'aime autant que le lecteur découvre à travers la façon dont il est avec Amélie le changement qu'il y a dans le personnage. C'est plus difficile d'écrire comme ça que de décrire toi-même ce qui se passe. Mais c'est plus fun à lire. C'est plus le fun à lire, c'est plus efficace. Puis c'est un livre, il fait 260 pages, j'ai coupé presque 50 pages. Ça, c'est beaucoup de travail, je vous le dis, là. C'est beaucoup de travail délité. Quand on fait le délite, on l'enlève, là, ça fait mal au cœur. Mais c'était pour le... Alors, j'ai vraiment travaillé l'écriture aussi pour qu'elle soit le plus simple possible. J'aime ça que ce soit évocatrice avec des images, mais pas de fioritures, pas de flafla. Laisser la place aux personnages, laisser la place aux ambiances, au climat qu'on va créer.
souvent, les écrivains, on aime les livres, on aime l'écriture et on a tendance à vouloir bien écrire, montrer qu'on a du talent. Puis moi, avec le temps, j'ai de moins en moins d'orgueil. Et je cherche de moins en moins à montrer que j'ai du talent. Je veux juste que l'histoire soit efficace. Alors, j'ai dépouillé le texte beaucoup, jusqu'à pas mal, je pense. Et j'espère que c'est efficace. En tout cas, à date, la réaction est bonne, mais on verra. Moi, j'ai beaucoup aimé. As-tu Merci. aimé ça, justement, écrire ces scènes-là de sensualité, d'amour, de sexualité entre Amélie et Arnaud? Pour moi, là, c'était la même chose qu'écrire une autre scène. C'est-à-dire que fallait, quand j'écris une scène, je me mets dans l'ambiance. OK, bon, vous allez me dire, c'est Ça te weird, rend-tu là. de la musique un peu sensuelle? Tu te mets dans l'ambiance. Mais je veux dire, si j'écris une scène triste, tu sais, je peux être vraiment ému là, quand je l'écris. Là. Comme je suis. Je me souviens quand j'avais écrit mon livre, Elle et nous, il y avait une fin. À la fin, ça finissait. J'étais dans une microbrasserie parce que chez nous, mon chien était intenable quand j'écrivais. Donc, j'arrêtais de travailler. Je finissais là. J'avais fini mon avant-dernier chapitre, puis je pleurais devant ma bière. Tu sais. J'ai dit, c'est assez loser quand même. Tu sais. Une semaine plus tard, j'ai fini le dernier chapitre, puis je pleurais encore devant ma bière. J'ai dit, le monde ici, ils vont me prendre, je suis un gars, tu sais, comme le gars s'en va, oh, il a perdu sa blonde, il pleure devant sa bière. Alors, je me mets dans l'émotion. Dans une scène comme ça, c'est sûr que tu essaies de penser comment les personnages sont. C'est pas nécessairement comment moi je suis ou ce que moi j'aimerais ou voudrais. C'est vraiment comment le personnage est. Alors, c'est ce que là, ça. De la même manière qu'il y a des scènes de meurtre, Oui. je veux dire, je ressentais pas une excitation à tuer quelqu'un. Parce que, tu sais, c'est un processus où on se met dans la peau d'eux. C'est pas nous qui est là, mais il faut ressentir d'une certaine manière ce que le personnage ressent, moi, pour être capable de le remettre. Parce que, comme je disais, ce que j'aime, c'est quand le lecteur ressent des choses. Et c'est ça que je trouve qui est le plus fort. Quand tu fermes un livre, là, puis tu as le goût de le flatter, là, c'est parce que le livre t'a fait vivre quelque chose. Moi, c'est ça. Quand moi, je ferme un livre, je le flatte, là, c'est parce que je l'aime. Ça n'arrive pas souvent. Mais je veux que vous flattiez mon livre. Et comment tu fonctionnes avant de commencer à écrire, Michel? Est-ce que tu as toute l'histoire dans ta tête ou c'est au fur et à mesure et tu te laisses guider justement par tes personnages, par l'inspiration? Alors, j'avais le concept. Moi, j'ai l'histoire dans ma tête du début à la fin, puis ça peut changer. Puis, je voyais certains de mes collègues qui se faisaient des plans. Puis là, des filles, il y en a qui ont comme un plan, c'est gros comme une table, il y a des dessins. Tu as l'impression que c'est une navette spatiale, ils sont en train. Puis là, j'étais là, je suis franchement brouillon. Tu sais, j'étais comme un peu envieux. Je me disais, t'es pas professionnel, t'es paresseux. Puis là, j'ai lu Stephen King qui a écrit un livre justement sur sa manière d'écrire. Puis il disait, je fais le plan dans ma tête, puis je me laisse une portion après ça pour changer l'histoire à mesure. Ben si c'est bon pour Stephen King, ça doit être bon pour Michel Jean. Alors, c'est comme ça que je fais. Moi, j'écris l'histoire dans ma tête. Là. Je sais comment ça va commencer, qu'est-ce qui va arriver. Mais quand j'écris, des fois, je vais penser à autre chose, ça va changer. Je peux changer des aspects. Je peux même changer la fin. C'est faux. Dans Amélie, j'ai hésité sur la fin longtemps. Je cherchais la fin la plus efficace. Puis j'ai choisi celle-là. Je me garde une portion de création, entre guillemets, au fur et à mesure. Parce que quand tu écris des fois, puis tu es vraiment dedans, tu es pris dans ton histoire, tu as des bonnes idées. Tu sais? Puis ça vient, puis ça coule. Et faut pas se fermer à ça. Moi, en tout cas, je trouve que souvent, c'est ce qui va donner de la vie aux histoires, puis qui va des fois, va changer quelque chose. Mais je sais comment ça se termine, comment la trame est au moins. Michel, est-ce que tu seras en dédicace dans les prochains instants au stand Je de m'en vais Livrex? là. Fait que venez faire un tour, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Michel Jean. Alors, je rappelle le titre, La belle mélancolie. Merci, Michel, Merci, pour cette Amélie. belle Merci à vous, rencontre. là. Bonne fête de salon, tout le monde. Merci, Michel. Alors, je vais vous présenter mon prochain invité. Alors, il est originaire de Chicoutimi. Il a fait des études en biologie, doctorat en bioéthique, un sujet de thèse en nanotechnologie. Alors, je vous présente Philippe Aubert-Côté. Et je vais vous demander de nous raconter un peu l'histoire du jeu de Démiurge parce que c'est un peu difficile à résumer et je me dis qui de mieux placé que l'auteur pour le faire. Ça a été un problème pour moi aussi. Avant le salon, je me suis demandé comment je pourrais le résumer en une phrase. Et j'ai rempli un carnet avec 10 phrases résumées, aucune satisfaisante. Mais à certaines personnes qui sont fans de séries télé, je leur ai dit, imaginez la série Game of Thrones, mais il n'y a pas de magie et il n'y a aucun être humain dedans. Et certains, ça les a intrigués. L'histoire nous parle en effet de lutte de pouvoir entre des post-humains qui ont colonisé une planète lointaine. Par post-humain, j'entends, c'est juste les générations futures de l'humanité qui se sont adaptées à la vie dans l'espace et qui se sont tellement modifiées que ça
cela a engendré des créatures qui ne nous ressemblent plus du tout. Mais ils ont gardé l'intelligence Qui humaine. ont gardé l'intelligence, l'émotivité, le questionnement éthique. Donc, cette notion de post-humain-là vient de mon parcours académique à l'origine et j'ai pigé dans mes études en bioéthique pour pouvoir les imaginer. On en voit en science-fiction, mais souvent, les post-humains sont représentés comme des êtres froids, des cyborgs qui ont perdu leur humanité. Et moi, je voulais faire l'inverse. Je voulais des post-humains qui étaient très doués d'humanité, de sensibilité, auxquels le lecteur pouvait s'identifier, même s'ils ont une apparence très différente de la nôtre. Est-ce qu'il faut dire aux gens, le livre est hyper volumineux, mais c'est quand même votre premier roman? Ce sont mes premiers 2 romans, parce que le livre est en fait une intégrale de 2 romans. À l'origine, quand j'ai rédigé Le jeu du démiurge, c'est un roman qui s'est scindé en 2 et je l'ai proposé à lire sous forme de 2 tomes. Pour l'édition en grand format, Jean Petitcroix a décidé de le publier en 1 volume, donc sous forme d'intégrale. Mais en petit format, ce sera sous forme de 2 romans. De deux romans, mais le prix va être le même que OK. le grand. Donc, je ne le dis pas pour faire de la vente ou rien, mais le format poche ne sera pas moins cher. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi ça s'est appelé Le jeu du démiurge, cet ouvrage-là? Oui, c'est... trouver le bon titre a été très compliqué. Un démiurge, dans la mythologie grecque, c'est un dieu créateur d'univers. C'est par extension aussi un artiste un peu fou qui crée des mondes, un peu comme un écrivain, finalement. Et ça a une connotation un peu négative. Hein? Les démiurges ont souvent la folie des grandeurs. Et le démiurge, dans le roman, c'est le surnom d'un post-humain qui a façonné la planète où se situe l'action du roman et qui est devenu fou, justement, qui a fait des choses pas très gentilles, de même, mais très grandes. Et le jeu, ça fait référence un peu au jeu de pouvoir, à la politique. D'où ma comparaison avec Game of Thrones, qui est une série de fantasy. Je n'ai pas vu la série télévisée. J'ai lu les romans au début. Et ça nous parle beaucoup de conflits politiques entre plusieurs familles qui se disputent le contrôle d'un royaume. C'est un peu la même chose là-dedans. Ça nous parle beaucoup de conflits politiques entre diverses factions post-humaines qui se disputent le contrôle de la planète où ça se passe. Et le jeu, ça réfère à ce jeu de pouvoir. Et c'est parce que dans ce livre-là, le démiurge est réputé être mort depuis longtemps, mais même 100 ans après sa disparition, il continue à agir. Les personnages, le héros de mon histoire, subit encore les conséquences de ses actes passés. Et tout le monde essaie de prendre le pouvoir, le contrôle de la planète, essaie de jouer le jeu du démiurge, du dirigeant politique, et peuvent s'y brûler les doigts. Et dans cet ouvrage-là est né d'un défi que vous vous êtes donné d'écriture. Oui, un défi dont j'avais discuté avec Élisabeth Von Arbour ici même au Salon du Livre du Saguenay en 2008. C'était la dernière fois que j'étais allé au Salon du Livre, d'ailleurs. Et j'étais allé voir Élisabeth, dont j'avais assisté à ses ateliers d'écriture. Et Élisabeth nous proposait souvent comme jeu de partir d'une image, d'un matériau inducteur pour imaginer une histoire. Et moi, mes parents sont musiciens et je voulais partir d'une pièce de musique. Et j'avais retenu comme pièce de musique Pacifique 231 d'Arthur Honegger, qu'on trouve dans les coffrets d'Edgar Fruitier, et où Honegger avait voulu mettre en musique la mécanique d'une locomotive à vapeur. C'est une pièce contemporaine très étrange. Moi, je suis allée l'écouter, la pièce, hier. Oui. Vous m'avez donné une bonne idée. C'est très particulier, hein? Oui, oui. Mais on voit la locomotive. Et j'avais dit à Élisabeth, je veux faire une nouvelle à partir de Pacifique 231. Et là, elle m'avait dit, oh, je me demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Elle avait dit ça avec un air... C'était censé être une nouvelle de 20 pages. OK. C'est devenu ça. Mais vous vous êtes inspiré aussi du premier mouvement de la 3e symphonie de Gustave Mahler, je crois, et d'une peinture du Sage au parchemin. Oui. C'est parce que l'exercice que j'ai fait, c'est que j'ai écouté Pacifique 231 plusieurs fois en essayant de noter les images qui me venaient en tête et des images qui ne sont pas celles d'une locomotive à vapeur. Et je voyais des gens en conflit, je voyais des batailles et je voyais des gens qui montaient vers une montagne, cherchaient quelque chose, mais je ne savais pas quoi. L'image, le sage au parchemin, c'est une illustration de fantasy que j'ai compris de travers à l'origine, où on voit un vieux monsieur qui est agenouillé devant une sorte de seigneur ténébreux en armure, avec une sorte d'exosquelette qui regarde un parchemin. Le sage au parchemin, c'est en fait le vieillard qui livre du savoir à une sorte de seigneur ténébreux. Moi, j'avais compris que c'était l'inverse, que c'était le seigneur ténébreux qui apportait le savoir aux humains. Et dans la religion chrétienne, le diable est un fournisseur de savoir à l'origine. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, une sorte de race dominante post-humaine qui apporte du savoir aux gens. Bon.
Et quant à la symphonie de Gustave Mahler, le premier mouvement de la troisième symphonie, c'est une symphonie où Mahler raconte l'apparition de la vie sur Terre et son évolution. Et en l'écoutant, je voyais des êtres créer d'autres créatures. Je voyais un démiurge à l'œuvre, justement, sur un autre monde. Et je voyais aussi ce même démiurge-là donner un châtiment à ces créatures, parce que c'est une musique qui devient très, très sombre. Et ça s'est mis à tourner dans ma tête, puis je me suis dit, OK, il y a une planète, il y a des post-humains qui ressemblent à des seigneurs ténébreux, qui sont très différents de nous. Ils donnent du savoir à des hominidés qu'ils ont créés. Et pour les punir, ils peuvent leur retirer ce savoir-là et cette intelligence-là. Et c'est comme ça qu'ils les contrôlent. Et je me suis dit, il y a un enjeu de pouvoir à ce niveau-là. On peut se battre pour le savoir, pour le contrôle de la planète. Et de là, la petite nouvelle de 20 pages est devenue une novella, devenue un roman. Et je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Non, c'est ça. Et moi, ce qui m'a surpris dans cet ouvrage de science-fiction, c'est que c'est très romantique. Oui. Oui, je suis un romantique qui s'assume totalement. Là. J'adore Autant n'emporte le vent. Ah oui? Là, oui, d'ailleurs, ça passait dans le temps des fêtes, puis c'était sacré que je regardais Autant n'emporte le vent dans le temps des fêtes. Et la fin est choquante, et je suis très romantique. Sans aimer la romance à l'eau de rose, j'aime les histoires d'amour qui sont importantes dans un récit, que si on la retire, le récit ne marche pas. Et dans le démiurge, en effet, c'est que le démiurge, s'il a agi, il était dans une relation avec une autre personne et les deux se complétaient. Autant le démiurge aidait son amant à vivre, il lui donnait de l'énergie, et autant son amant, par complémentarité, lui imposait une limite. Et à un moment donné, suite à certaines circonstances, les deux rompent. Et le démiurge, c'est là qu'il devient fou, il n'a plus de limite. Et son ancien amant, justement, perd son énergie, de même, il n'arrive plus à le contrôler. Et ça explique certains événements qui ont façonné le monde qui est présenté dans le roman. Oui, c'est ça, parce qu'il va créer un monde pour lui. Il va créer un monde et il va complètement partir sur un trip mégalomaniaque et faire des choses sans aucun recul. Parce que le nom du démiurge, c'est Roumak, en fait, et son amant s'appelle Nemric. Et Nemric, en effet, imposait des limites à Roumak, l'aidait à canaliser sa créativité et était un peu sa conscience. Mais lui, partir, Roumak n'a plus aucun recul et il se met à créer et même à asservir les autres pour arriver à ses fins. Un peu. Je trouve que des fois, ça ressemble un peu à la relation entre moi et mon conjoint, où moi, je suis très mégalomaniaque, très passionné. Mon conjoint est très pondéré, très calme, tu sais, où il me recadre des fois. Les contraires s'attirent. Les contraires s'attirent, oui. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on s'est rencontrés après l'écriture de ce roman-là. Ah oui? Donc, oui. Donc, des fois, je me demande, est-ce que j'ai anticipé le genre de relation que j'allais avoir dans ma vie? Ouais. Et ça a pris combien de temps l'écrire, cet ouvrage-là? J'ai commencé le 11 septembre 2009. OK. L'écriture, mais pas la préparation. Ça faisait 1 an que je le préparais. Je l'ai soumis à lire en 2010. Ça a pris quand même 2-3 ans. Faire un premier jet de 500 pages, puis le réécrire, le refaçonner. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais ça a été extrêmement passionnant. Et à la fin, dans les remerciements, vous faites une référence à la mutinerie de Bounty qui s'est déroulée sur un navire anglais dans les eaux du Pacifique en 1789. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi vous remerciez justement cet événement marquant-là? L'histoire du Bounty, c'est une histoire authentique qui est tellement extraordinaire qu'on se dit ça a été arrangé avec le gars des vues. C'est un navire anglais qui devait aller en mission à Tahiti pour le compte de la couronne britannique. Le voyage s'est très mal déroulé. Tout le monde a pété sa coche. Et l'équipage a débarqué le capitaine en plein milieu du Pacifique. Le capitaine a fait 8000 km dans un canot pour rejoindre l'Australie, un exploit qui n'a jamais été répété depuis. Et les mutins ont disparu pendant 18 ans. Et 18 ans après, on a découvert qu'ils s'étaient réfugiés sur une île qui s'appelait Pitcairn, où ils avaient tenté de recréer une société juste, mais il y avait eu des chicanes avec les indigènes qui étaient sur place, et ils avaient fait de l'île un véritable enfer. Et c'est que cette histoire-là a été adaptée 3 fois au cinéma. La dernière adaptation est avec Mel Gibson et Anthony Hopkins en 84. Et ça a donné que pendant que je réfléchissais à mon monde, que je jumelais la musique de Neger, de Mahler avec l'illustration de fantasy, je me demandais, bon, j'ai un monde de post-humains, un contrôle sur le savoir. Quelle est l'origine de ce monde-là? Et ça a donné que le film avec Mel Gibson et Anthony Hopkins a passé à la télévision. Je l'ai redécouvert. J'ai dit, mais quelle histoire fascinante. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, ça y est, les post-humains qui sont réfugiés sur ma planète, ça va être des mutins. Les mutins d'une sorte de bounty qui était intersidérale, ils se sont révoltés, ils ont assassiné leur capitaine, ils craignent que les leurs les rejoignent et ils se sont cachés sur une planète.
où il tente de créer une société juste et ça va mal. Il faut que ça aille mal, évidemment, si on n'a pas d'histoire. Et donc, j'avais trouvé l'origine de mon monde. Et le premier roman, justement, raconte cette mutinerie-là à bord d'un vaisseau. Et j'ai beaucoup relu sur le Bounty, voir comment qu'une mutinerie peut se déclencher. Et je me suis inspiré de beaucoup d'éléments pour reproduire cette dynamique-là. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que dans l'ouvrage, à la fin, on a un genre de glossaire parce qu'il y a certains mots qu'on ne connaît pas. Où vous trouvez l'inspiration pour trouver ces mots-là et la définition? Bonne question. Certains mots sont authentiques. Je sais que j'ai des lecteurs qui avaient tiqué sur certains mots comme cataphractaire ou le mot sclérite aussi, qu'on voit souvent dans les livres, qui sont des mots authentiques qui existent, que je n'ai pas inventés. Pour les autres mots, c'est des néologismes. J'ai puisé dans... Et faire des néologismes, c'est difficile. Ça donne que, par chance, au secondaire, j'ai été au séminaire de Chicoutimi, j'ai fait des cours de latin où on voyait l'origine des mots, l'étymologie. Okay. Donc, ça donne une première source d'inspiration. On voit comment que nos mots français viennent d'une autre langue. Alors, pour inventer les néologismes, j'ai puisé beaucoup dans d'autres langues, le latin, mais aussi le japonais. Je connais rien au japonais, mais j'ai des amis très ferrés dans le domaine. Vous êtes un grand fan de manga? Oui, un grand fan de manga. J'adore les films de Miyazaki. La façon qu'ont les Japonais de raconter des histoires, je trouve que chez nous, en Occident, souvent, on raconte une histoire en partant d'un point A à un point B. Mm-hmm. Dans les mangas ou les animations japonaises, on se permet de faire des détours, de regarder le paysage. On fait des histoires compliquées, mais on ne perd jamais le fil. On arrive quand même à une destination et ça marche. Il y a des films de Miyazaki, si jamais vous connaissez le Non, je ne les connais pas. Il fait des films pour enfants vraiment excellents. Et c'est des histoires tortueuses, des fois. Il se passe, des fois rien, mais ça marche. Et dans le Démiurge, j'ai essayé un peu de reproduire la même dynamique. Cependant, il y a beaucoup d'action. Ça n'arrête pas. Mais je n'hésite pas à prendre du temps pour montrer l'arrière-monde, faire connaissance avec les personnages, sans jamais délaisser l'action. Donc, c'est une influence de mon admiration pour les œuvres japonaises qu'on retrouve là-dedans. Et est-ce que ça vous a donné envie d'en écrire un prochain? J'ai d'autres projets en cours, pas de suite directe à ce livre-là. Toujours de la science-fiction? Le prochain, c'est un roman d'épouvante qui flirte un peu avec la science-fiction. Un peu, il est question de monstres japonais, justement, dedans. Mais là, le premier jet est fait, donc il va falloir que je m'attaque à la réécriture bientôt. Et j'ai un autre projet aussi qui est dans mes cartons, qui est d'adapter une novella que j'avais écrite il y a quelques années en roman de science-fiction beaucoup plus large. Et vous êtes quel genre d'auteur? Est-ce que quand vous écriviez celui-là, vous écoutiez finalement les fameuses pièces de Pacifique 21 ou la pièce de mer? Pas pendant l'écriture. Mais avant, pendant que je faisais les plans, c'est à cette étape-là que l'écoute musicale est importante parce que le jeu consistait à aller chercher des mots ou des images. Et une fois que je les ai listés sur une feuille, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un embryon d'histoire avec ça. Donc, la musique a été importante à ce stade-là. Mais pendant que j'écris, ça va dépendre des jours. Des fois, je vais écrire avec la télé ou avec un dessin animé qui joue. D'autres fois, ça va être non, je veux rien savoir. Ça va être le silence total. Ça va dépendre des jours. Et Philippe, est-ce que vous serez en dédicace du côté d'Alire dans les prochains instants? Oui, de 14h à 15h, donc au kiosque 99 dans le coin là-bas. Je vais être à peu près en même temps que Patrick Sénécal en dédicace. Donc, il risque d'avoir une table avec une file monstrueuse. Je devrais être quelque part derrière la file, si on me cherche. Bien, merci beaucoup, Philippe Aubert-Côté. Félicitations pour ce premier roman. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci.